Je vous présente le dîner du dimanche à emporter du Colonel Sanders. Il prépare du poulet frit du Kentucky dans sa cuisine, puis le met dans son bucket. Vous n'avez plus qu'à le prendre. Vous imaginez? Le meilleur repas de la semaine transporté partout, tous les jours de la semaine. Allez Colonel, en route! Faire un poulet frit parfait tel que nous le connaissons, succulent à l'intérieur et croustillant à l'extérieur, c'était autrefois un luxe en raison du temps qu'il fallait pour le préparer. Mais un homme du nom de Harlan Sanders changea la donne après avoir trouvé sa propre recette et réduit le temps de cuisson à 10 minutes au lieu de 30. Survivant de la Grande Dépression de la Seconde Guerre mondiale, il traversa les États-Unis pour lancer sa franchise. Après avoir été rejeté plus d'un millier de fois, il passera de 105 $ de chèque de sécurité sociale à des millions de dollars pour sa franchise. Et tout de suite après, la dernière. Nous avions 2 chambres et une salle de bain. Le 9 septembre 1890, Harlan naît dans une ferme à 5 km de Henryville, en Indiana. Son père décède alors qu'il est âgé de 6 ans. Sa mère n'a d'autre choix que de travailler, elle coupe pour d'autres familles et épluche des tomates dans une usine de conserve. Harlan doit s'occuper de ses jeunes frères et sœurs et fait la majeure partie de la cuisine. À l'âge de 7 ans, il maîtrise déjà la cuisson du pain et des légumes et s'améliore en matière de viande. Certains jours, il reste debout jusqu'à 23h, 23h30 à cuisiner la nuit. À 10 ans, il obtient son premier emploi dans une ferme. Enfant, il était facilement distrait par les animaux et licencié au bout d'1 mois seulement. Sa mère lui demande s'il réussira un jour dans la vie. Elle lui dit « Tu es mon fils aîné, ton père est mort, tu es le seul à qui je peux demander de l'aide avec les enfants. Mais tu n'es d'aucune aide. Tu ne peux même pas garder un emploi à 2 $ par mois. » Honteux de l'avoir déçu, il se dit qu'il travaillera plus dur la prochaine fois et qu'il aura un emploi. Lorsqu'il est âgé de 12 ans, sa mère épouse un homme. Ce dernier n'aime pas l'idée d'avoir un enfant qui n'est pas de lui. Si bien qu'au bout d'1 an, Harlan quitte la maison et recommence à travailler dans une ferme. Il se lève avant l'aube pour nourrir les animaux, va à l'école pendant la journée et fait des petits boulots le soir. Certaines nuits, il décortique le maïs jusqu'à 8 ou 9 heures du soir. À 13 ans, il entre en 5e mais abandonne au bout de 2 semaines, car il trouve l'algèbre trop difficile. Il continue à travailler dans une ferme pendant 2 ans avant d'occuper plusieurs emplois différents. Il travailla comme conducteur de tramway, soldat, pompier de chemin de fer, assureur, vendeur, conducteur de bateau à vapeur, fabricant d'éclairage, vendeur de pneus et avocat. À un moment donné, sa première femme le quitta et partit avec leurs enfants, parce qu'il avait été licencié à de trop nombreuses reprises. Ce n'est que lorsqu'il commença à travailler comme gérant d'une station-service que sa chance tourna. En 1924, il fait du stop de Louisville à Winchester, après avoir recherché du travail. Il est récupéré par le directeur général de la Standard Oil Kentucky, une compagnie pétrolière et gazière. Harlan, ne sachant pas qui il était à l'époque, lui raconta ce qu'il avait vécu et pourquoi il n'avait pas de travail. Il demanda donc à Harlan s'il était intéressé par la gestion d'une station-service située à Nicholasville. Il n'hésita pas à dire oui. Au début, les affaires étaient lentes, car les clients étaient fidèles à la personne qui avait dirigé la station avant lui. Certaines personnes refusaient même de le regarder. Alors Harlan décida de se concentrer sur leur service clientèle en offrant toujours un petit quelque chose en plus. Il finit par gagner plus de 12 000 $ par mois en vendant de l'essence, ce qui était 3 fois plus que les autres auparavant. Mais sa chance tourna au vinaigre lorsque la Grande Dépression frappa l'Amérique. Pour payer le loyer, Harlan dut vendre son propre matériel. Il réalisa qu'il n'avait aucune raison de rester, alors il démissionna. Heureusement, une autre compagnie pétrolière nommée Shell lui demanda de gérer une station-service qui était en cours de construction à Corbin. Il savait que c'était le seul autre moyen de gagner à nouveau de l'argent, alors il accepta l'offre et déménagea à Corbin en 1930. Pour gagner de l'argent supplémentaire, Harlan préparait parfois des repas pour les clients et ne disposait que d'une seule table pouvant accueillir 6 personnes. Au début, il ne faisait que du jambon de campagne, des haricots verts, du combo, des biscuits épicés, puis il ajouta du poulet frit qui devint son best-seller. Dans ses mémoires, il écrit « Je pense que le poulet frit est le repas de l'hospitalité nord-américaine. J'écris tous ces mots en lettres majuscules. » En 1937, sa nourriture est devenue si populaire par le bouche à oreille que les gens d'autres États viennent le voir. Il agrandit alors sa station-service pour y inclure un motel et un café pouvant accueillir 142 personnes. À cette époque, il avait découvert un énorme problème. Il ne pouvait pas faire frire le poulet à la poêle assez vite. Lorsqu'il fait cuire le poulet après qu'une commande soit passée, le client devait attendre 30 minutes. S'il faisait un lot à l'avance, il devait souvent le jeter à la nuit tombée. La seule autre solution était de faire frire le poulet en le plongeant dans de la graisse. La cuisson était plus rapide, mais le poulet trop sec, trop croustillant et cuit de manière inégale. Mais après avoir découvert l'existence de la cocotte minute, une nouvelle invention pour l'époque, il l'utilisa d'abord pour cuire ses légumes et il fit ensuite une percée historique.
L'idée lui vint d'utiliser la nouvelle invention pour la cuisson de son poulet. Après de nombreuses expériences, il trouva le bon équilibre entre pression, temps de cuisson, viande, graisse et filtrage de la graisse. La cocotte minute enfermait le goût du poulet et le gardait hydraté, lui donnant une finition tendre qui n'était ni trop grasse ni trop constriante. Le temps de cuisson fut réduit de 8 ou 9 minutes. À l'époque où il peaufinait encore son assaisonnement, il commença à utiliser du poivre et du sel, avant de finir par en faire plusieurs sortes. Un jour, il reçut une commande de 500 $ de poulet frit, et vu que ce n'était pas pour ses clients habituels, il décida d'essayer un nouvel assaisonnement. Et c'était le meilleur poulet frit qu'il ait jamais mangé de sa vie. Alors il continua à utiliser et appela son mélange secret de 11 herbes et épices. Peu de temps après, son restaurant fut répertorié dans le livre Adventures in Good Eating de Duncan Hine, les bons coins à manger le long des autoroutes américaines. Mais en 1939, sa chance tourne à nouveau au vinaigre, après avoir construit un deuxième motel et un café à Asheville. Son premier motel à Corbin brûle le jour de Thanksgiving. Une fois reconstruit, il réalise qu'il n'y a pas de touristes ni de vacanciers à cause de la Seconde Guerre mondiale. Il vend donc l'emplacement d'Asheville et commence à travailler pour d'autres restaurants et cafétérias. Une fois la guerre terminée, Harlan ouvre un autre restaurant à Georgetown et permet à un ancien collègue de le gérer. Il lui donne 300 $ par mois et la moitié des bénéfices. Mais malgré la générosité d'Harlan, son ancien collègue se retourne contre lui. Il ouvre le restaurant en partenariat avec les deux noms, dans le dos d'Harlan, si bien qu'Harlan est obligé de le racheter s'il veut le licencier. En 1953, Harlan reçoit l'appel d'un agent immobilier qui lui propose 164 000 $ en espèces pour son motel et son café. Harlan refuse. Son motel et son café se retrouvent sur l'autoroute et 90% de ses profits venaient des touristes. L'agent le rappela quand même le lendemain et essaya de le convaincre à nouveau. Dans ses mémoires, il écrit « C'était inutile de vendre, mon motel était sur l'autoroute, en soi il valait déjà une fortune, j'étais heureux au possible ». Les affaires étaient en plein essor. Harlan pensait qu'il n'y avait plus de soucis à se faire, mais 6 mois plus tard, il regretta la décision de ne pas vendre. Le carrefour d'autoroute en face fut déplacé sur un autre site, ce qui réduisait le flux de circulation, après quoi il fut annoncé qu'une nouvelle autoroute inter-État allait tout contourner. Harlan était convaincu que son entreprise était condamnée, si bien qu'en 1956, il la vend aux enchères pour 75 000 $, soit moins de la moitié de ce que lui offrait l'agent immobilier. À 70 ans, il devait vivre de ses économies et de ses chèques de sécurité sociale de 105 $ par mois. Mais il avait une nouvelle idée d'entreprise, une franchise de poulet frit appelée Kentucky Fried Chicken. En fait, il avait déjà tout prévu. Des années auparavant, Harlan avait appris à son ami Peter Herman à cuisiner son poulet, et quand Peter les avait vus servir dans son restaurant, son chiffre avait augmenté de 75%. Harlan avait donc trouvé d'autres franchises avant que le changement d'autoroute ne soit fait. Il décida de suivre cette voie. Il mit quelques cocottes minutes et un sac de condiments dans sa voiture avant de prendre l'autoroute. Lorsqu'il tombait sur un restaurant, il avait l'air convenable. Il suppliait le propriétaire de le laisser cuire son poulet pour les employés. S'il était impressionné, il leur proposait de rester quelques jours et de cuisiner pour le restaurant en espérant que cela déboucherait sur une autre opportunité de franchise. Pour couvrir ses frais de voyage, il recevait des repas gratuits de ses amis et dormait sur le siège arrière de sa voiture. Dans ses mémoires, il écrit « Avec le recul, il semble que l'une des choses les plus courageuses que j'ai faites ait été de me lancer avec ma voiture et une cocotte minute pour vendre ma première franchise de poulet frit du Kentucky. » Comme je l'ai dit, je n'avais pas d'argent, sauf pour mon chèque mensuel de sécurité sociale, mais j'avais fait imprimer 3500 brochures. Je m'attendais à recevoir quelques demandes de renseignements grâce à ces brochures, mais je ne pense pas en avoir reçu plus de 2 ou 3. Au bout de quelques années, Harlan n'avait plus à faire ses voyages. Les gens venaient à lui. Il s'occupait de la comptabilité, de la paperasse, et sa deuxième femme Claudia mélangeait, emballait et expédiait leur mélange secret de 11 herbes et épices. Harlan ne partagea pas la recette avec ses franchisés, parce qu'il avait peur que cela tombe entre les mains des concurrents. En 1963, il y avait plus de 600 KFC franchisés aux États-Unis et au Canada. Il avait enfin une sécurité financière, mais il s'inquiétait de ce qu'il adviendrait de sa société après sa mort. Au fil des ans, plusieurs personnes ont demandé à acheter sa société, dont un avocat de 29 ans, John Brown. Le grand-père de John était un agriculteur, qui lui avait enseigné la même éthique de travail que celle d'Harlan avait apprise 2 générations plus tôt. Il rencontra Harlan en 1963, lorsqu'il lui demanda de devenir son avocat à plein temps, après qu'il ait refusé. Les deux hommes finirent par parler du sujet favori d'Harlan, le poulet frit. John fut stupéfait d'apprendre qu'Harlan avait des centaines de franchises aux États-Unis et au Canada. Dans une interview, John a déclaré « Quand j'ai entendu ça, j'imaginais qu'il avait des vendeurs partout. » Et il a dit « Nous ne faisons pas de démarchage, ce n'est pas dans nos habitudes. » Il commença à réfléchir à ce qui se passerait s'il était plus agressif dans les démarches. Mais avant qu'il ne se sépare, il accepta de prendre une franchise de barbecue qu'Harlan prévoyait de construire à la place.
Il réunit l'argent dont il avait besoin auprès d'un millionnaire nommé Jack Massey et commença à s'informer sur le commerce des barbecues. Il découvrit que le barbecue n'avait qu'un attrait régional et que l'argent se trouvait plutôt dans le business du poulet frit. Alors lui et Jack décidèrent de racheter la société d'Arlan. En 1963, ils font leur première offre. Arlan déclare qu'il est hors de question de vendre. Leur argument était qu'Arlan devait profiter de la vie maintenant, et que s'il mourait avant de vendre sa franchise, la majeure partie de sa propriété irait aux impôts. Il offrira à Arlan 2 millions de dollars, ce qui aurait été plutôt 15 millions de dollars aujourd'hui. Ils promettèrent également de maintenir la qualité et le traitement de ses franchises de manière équitable. Pour Arlan, leur position est logique, mais ne semble pas juste. Comme un père qui vend son enfant. Il prend son temps pour y réfléchir pendant que John continue à essayer de le convaincre. Le 6 janvier 1964, Arlan cède finalement et vend sa société, il avait alors 73 ans. En se remémorant son parcours, il déclare « Chaque échec est un tremplin vers quelque chose de meilleur. J'ai été rejeté 1009 fois avant de vendre ma première franchise, puis ma société pour 2 millions. Et il y a tellement d'autres personnes qui ont réussi malgré l'adversité que ça en devient risible. »